Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va faire les accidents vasculaires cérébraux. OK? Alors, on va faire un cas clinique concernant l'AVC. Mais avant d'entamer ce cas clinique qui contient donc 10 questions, donc on va passer au deuxième, voilà, qui contient 10 questions. On va faire un petit rappel. C'est quoi les accidents vasculaires cérébraux? Alors, il faut savoir que l'AVC, c'est une pathologie qui est très fréquente. OK? Elle pose, les accidents posent un problème majeur de santé publique dans le monde. C'est la première cause d'handicap moteur, deuxième cause de démence et troisième cause de mortalité. C'est une urgence, elle fait partie des urgences hypertensives. D'accord? Alors, c'est quoi une urgence hypertensive? Une urgence hypertensive, c'est un pic de tension avec une souffrance d'un organe. Autrement dit, c'est une élévation de la tension artérielle entraînant une souffrance vitale, mettant en jeu le pronostic vital. Et parmi les urgences hypertensives, vous avez en gynécologie l'éclampsie, la dissection de l'aorte, les encéphalopathies hypertensives, l'AVC ischémique ou encore hémorragique, SCA, donc le sus-décalage de segment ST, l'insuffisance cardiaque gauche et les hémorragies sous-arachnoïdiennes. Alors, c'est quoi l'AVC? L'AVC, par définition, c'est un déficit neurologique d'installation soudaine, brutale, bref, ou rapide, correspondant à une atteinte focale, c'est une atteinte focale du cerveau par un mécanisme vasculaire. Et il faut savoir qu'on définit deux types d'AVC. Vous avez les AVC ischémiques, ce sont les plus fréquentes, 80% des cas. Okay. Alors, quand on dit AVC ischémique, on peut dire aussi un ramollissement cérébral ou encore un infarctus cérébral. Donc, ce sont des synonymes, c'est pareil. On peut dire AVC ischémique ou encore ramollissement cérébral ou encore un infarctus cérébral. Donc, c'est la plus fréquente. Ça constitue 80% des cas. Et c'est quoi, en fait, l'AVC ischémique? L'AVC ischémique, c'est un foyer de nécrose. C'est un foyer de nécrose de tissu cérébral secondaire à quoi? Secondaire à une ischémie, à une obstruction d'un vaisseau, à une ischémie. Ce qui va résulter, ce qui va donner une réduction ou encore un arrêt de la circulation sanguine, le plus souvent au niveau artériel. Vous avez également les AVC hémorragiques. Okay. Ils sont les moins fréquentes. Et généralement, le mécanisme, c'est la rupture d'un vaisseau sanguin dans l'espace sous-arachnoïdien. D'accord? Alors, vous avez, alors, par la physiopathe, si on parle de la physiopathe, on a deux mécanismes, donc on définit deux mécanismes. Un mécanisme embolique, les principales cardiopathies emboligènes, c'est les cardiopathies emboligènes, par exemple la CAFA, les maladies de l'oreillette gauche, les DM, l'anévrisme ventriculaire gauche et les cardiomyopathies obstructives. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme thromboembolique, c'est l'athérosclérose. Vous avez l'athérosclérose de la carotide, ou qui fait l'athérosclérose de la carotide. Le patient, lorsque le patient présente un souffle cervical. Ici, on peut penser à une athérosclérose de la carotide, ou encore de la crosse de l'aorte, etc. Alors, les facteurs de risque des accidents vasculaires cérébraux. Si je parle des facteurs de risque, vous avez deux types de facteurs de risque. Vous avez les facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire qu'on peut les modifier, qu'on peut agir sur eux, ok? Ou vous avez les facteurs de risque non modifiables. Les facteurs de risque modifiables, vous avez par exemple l'HDR. Je pense que c'est le facteur le plus fréquent, l'HDR, l'hypertension artérielle. Vous avez l'hypercholestérolémie.
Ça veut dire le taux de cholestérol élevé dans le sang. Vous avez la fibrillation auriculaire. Ça veut dire rythme cardiaque irrégulier. Vous avez aussi le diabète, le tabac, tabagisme, l'obésité, l'inactivité physique, la consommation excessive d'alcool et enfin le stress mal géré. Okay? Par contre, les facteurs de risque non modifiables, vous avez l'âge. Attention, aujourd'hui, on peut voir des AVC chez les sujets jeunes, ok? Moins de 50 ans. Mais généralement, l'AVC peut survenir à tous les âges, mais il est plus fréquent après 65 ans. Plus fréquent. Bon, ça varie entre la femme et l'homme, mais gardez 65 ans, plus fréquemment. Vous avez l'âge, le sexe, l'origine ethnique, les antécédents familiaux, etc. Si on parle d'étiologie, les étiologies, vous avez deux types, deux choses étiologiques, comme étiologie de l'accident vasculaire cérébral ischémique. On parle de l'AVC ischémique. Vous avez soit l'athérosclérose carotidienne ou vertébro-basilaire ou extra- et intracrânienne, 20% des cas, soit cardiopathie emboligène, par exemple la CFA et l'infarctus du myocarde. Soit c'est une athérosclérose, soit c'est une cardiopathie emboligène. La CFA, c'est un thrombus, c'est un trouble de rythme, c'est un rythme irrégulier. Et généralement, dans les cardiopathies emboligènes, on aura un thrombus qui va migrer les artères, migrer du cœur vers les artères cérébrales. Okay? Vous avez d'autres étiologies, mais qui sont rares. Par exemple, les thrombophilies acquises ou constitutionnelles, les spasmes of hémorragie méningée, etc. Alors, l'AVC hémorragique, après on va parler de l'AVC hémorragique. Comment on peut savoir là détecter l'AVC hémorragique? La clinique, la symptomatologie. Savoir que le patient présente le plus souvent une hémiplégie, parfois une hémiparésie, des céphalées, généralement une paralysie faciale associée, et les réflexes tendineux, ils sont diminués, ils sont arrêtés. OK? Quoi d'autre? Faut savoir que dès l'admission du patient, si un patient se présente aux urgences dans un tableau de d'hémiplégie, avec des céphalées, avec une paralysie faciale, avec des signes de localisation, il faut faire un scanner rapidement. Ça veut dire dès l'admission. Le scanner, il se fait dès l'admission. C'est un examen de premier recours. Il se fait avant les 3 heures, en moins de 15 minutes, si vous voulez, avant les 3 heures. Pourquoi on fait un scanner? Il sert à quoi? Généralement, le scanner, il sert à éliminer l'accident hémorragique, parce que les signes hémorragiques, ils apparaissent précocement. Et il recherche, le scanner, des signes précoces d'ischémie. Alors, il se fait sans injection de produit de contraste, bien sûr, et il doit être refait après, bon, il doit être refait après les 72 heures pour détecter les signes de l'AVC ischémique, c'est-à-dire les signes de l'ischémie. Donc, après les 72 heures. Voilà. On peut faire un IRM, une IRM cérébrale, donc qui confirme l'accident cérébral vasculaire à la phase aiguë, parce qu'il est très sensible et très spécifique. Okay?
Quoi d'autre? Ah, si on parle de l'AIT, ça c'est important. L'AIT, c'est quoi? L'AIT, ce sont des accidents ischémiques transitoires. On va parler de l'AIT dans le cas clinique, en tout cas. Comment savoir que le patient donc, présente un accident ischémique transitoire, AIT? L'AIT est un épisode, il faut savoir que l'AIT est un épisode bref, est un épisode rapide, typiquement de moins d'une heure, de moins de 60 minutes, de déficit neurologique. Il est dû à quoi? Il est dû à une ischémie focale, toujours, cérébrale ou rétinienne, sans lésion cérébrale identifiable dans l'imagerie. Ça veut dire l'imagerie, elle est normale. D'accord? Sans lésion cérébrale identifiable dans l'imagerie. OK? Généralement, c'est une régression qui est totale, une compatibilité des symptômes avec le territoire ischémique. Quels sont les symptômes de l'AIT? Vous avez l'AIT carotidien, on trouve une cécité monoculaire transitoire ou amoureuse fugace, qui traduit une ischémie dans le territoire de l'artère ophtalmique, branche de la carotide interne. Donc, avec une aphasie, c'est l'hémiparésé dominant, donc gauche le plus souvent, et trouble de langage et de l'équilibre. OK? On peut trouver aussi dans l'AIT un déficit moteur allant de l'hémiparésie à l'hémiplégie totale. Le déficit brachiofacial est très évocateur d'une atteinte carotidienne et on peut traduire ça par une paralysie des deux membres supérieurs. Le patient il peut présenter une paralysie des deux membres supérieurs. On peut trouver un trouble sensitif d'un hémicorps. Bon, on a dit que l'imagerie est tout à fait normale, donc TDM normal, sans lésion cérébrale à l'imagerie. Vous avez l'AIT vertébro-basilaire, on trouve des drops s'attaquent. C'est une chute sans trouble de conscience par perte de tonus des membres inférieurs, avec un déficit sensitivo-moteur bilatéral ou avasculaire, avec des troubles de l'équilibre, ataxie cérébelleuse et des troubles visuels. Hum, Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur l'AVC? Donc, on va entamer les cas cliniques. Après, on va détailler plus. Donc, vous avez Madame Ayamina, âgée de 70 ans, est adressée aux urgences neurologiques pour apparition brutale. On a dit c'est une apparition brutale, bref, rapide et pas progressive. Donc, 6 heures auparavant, d'une lourdeur de l'hémicorps droit, accompagnée de troubles de langage. Voilà. Cette patiente droitière a comme antécédent une hypertension artérielle traitée depuis peu par un inhibiteur calcique, l'amlodipine, à dose de 5 mg par jour, une dyslipidémie non traitée, une cataracte bilatérale opérée et des infections urinaires récurrentes. Un mois auparavant, elle a présenté un déficit brutal de la main droite avec une lourdeur de la langue ayant duré 5 minutes. Cet épisode a régressé spontanément. À l'examen, la patiente est consciente et présente une aphasie, une hémiplégie droite avec participation faciale et une hypoesthésie de l'hémicorps droit. L'auscultation cardiaque des vaisseaux, du coup, est normale. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'athérosclérose carotidienne, parce que l'auscultation cardiaque et des vaisseaux du coup, elle est normale, ainsi que le reste de l'examen. La pression artérielle est à 17,12, donc elle est élevée, millimètres de mercure. Le pouls est régulier à 90, la fréquence respiratoire est 23 et la température à 37. La première question, je crois, quelle décision devrait prendre le médecin de garde? Cocher la réponse fausse. Attention, il cherche, il demande la réponse fausse.
Alors, qu'est-ce qu'il fait, le médecin de garde? Est-ce qu'il abaisse rapidement la pression artérielle? Pratiquer un prélèvement biologique. Admettre la patiente dans une structure adaptée. Pratiquer une imagerie cérébrale en urgence. Établir une fiche de surveillance. Alors, chose اللي ما قلتهاش déjà من قبل, que dans la prise en charge, à la phase aiguë bien sûr, de l'AVC, il faut jamais baisser rapidement la pression artérielle. Jamais. Il faut toujours, dans l'AVC ischémique, respecter les chiffres tensionnels, respecter la pression artérielle. Donc, c'est le respect de la poussée tensionnelle au décours de l'AVC ischémique. Pourquoi? C'est pour maintenir en fait un débit sanguin cérébral suffisant pour ne pas aggraver la nécrose de la zone de pénance. En cas d'abaissement intempestif, les chiffres sont tensionnels. Donc, il ne faut jamais abaisser rapidement la pression artérielle. Il faut toujours respecter les chiffres tensionnels pour toujours maintenir un débit sanguin cérébral suffisant et ne pas aggraver la nécrose ou provoquer la nécrose de la zone de pénance. Parce que si on réduit les chiffres tensionnels rapidement, on risque de provoquer une nécrose de la zone de pénance, ok, et d'aggraver l'ischémie. Il faut pratiquer un prélèvement biologique. Vous avez la FANES, vous avez la glycémie, l'ionogramme, l'urée, créa, etc. Alors, bien sûr, l'AVC justifie une hospitalisation en urgence en unité neurovasculaire, généralement pour la confirmation diagnostique par l'imagerie cérébrale, pour la prise en charge thérapeutique et lancer un bilan étiologique. Alors, pratiquer une hémorragie cérébrale, ça, on a dit déjà que dès l'admission, il faut faire un scanner cérébral pour éliminer un AVC hémorragique, ok, en urgence. Établir une fiche de surveillance, bien sûr, ça, généralement, on le fait à la fin. Donc, la réponse fausse, c'est là. La deuxième question vous dit qu'à l'examen, une paralysie faciale est retrouvée. OK? Quelle est quelle en est la signologie? Cochez la réponse fausse. Alors, elle touche l'hémiface droite, oui. Elle intéresse la partie inférieure de la face, oui. Elle s'accompagne d'une dissociation automatique ou volontaire, oui. C'est une paralysie faciale centrale, oui. Elle s'accompagne d'un signe de Charles Bell. C'est pas le signe de Charles Bell. La paralysie faciale, c'est pas toujours. C'est pas toujours, mais la paralysie faciale de l'AVC ne s'accompagne pas d'un signe de Charles Bell. OK? Troisième question. Quels sont les éléments qui permettent d'évoquer le diagnostic d'un accident vasculaire cérébral? Cochez la réponse fausse, toujours la réponse fausse. Alors, un déficit neurologique récent. On a dit que lui, le déficit neurologique, il est brutal, il est bref, il est récent. OK, l'installation, elle est brutale, oui. L'âge inférieur à 50 ans, non. On a dit que le plus fréquemment, ça dépasse les 65 ans. Alors, c'est des signes neurologiques focalisés. Oui, c'est une atteinte focale. La topographie, elle est vasculaire. Oui, c'est une atteinte. Je la définition déjà. C'est une atteinte vasculaire. Donc, la réponse fausse, toujours il demande la réponse fausse, c'est l'âge, inférieur à 50 ans. La patiente a présenté 3 mois auparavant un accident vasculaire cérébral transitoire, ALT. Ce dernier se caractérise comme suit. L'imagerie cérébrale est normale. Oui, on a dit que l'imagerie, le TDM est tout à fait normal.
Le diagnostic est anamnestique, oui. L'examen neurologique est normal à distance, oui. La durée supérieure d'une heure, non, on a dit que la durée, elle est brève, elle est inférieure à 60 minutes, inférieure à une heure. C'est une urgence neurovasculaire, bien sûr, c'est une urgence neurovasculaire. Donc, je vais déjà la définition. La TDM cérébrale, son injection de produits de contraste met en évidence une hypodensité triangulaire bien limitée en temporopariétal gauche, mesurant environ 6 cm de grand axe. Cette image est en faveur, chez la réponse fausse. Est-ce que c'est un AVC hémorragique? Non, ici, ce n'est pas un tableau d'AVC hémorragique, c'est un tableau d'AVC ischémique. Autrement dit, on a dit qu'on peut dire un infarctus cérébral, ou une nécrose vasculaire cérébrale, ou un ramollissement cérébral. Ce sont des synonymes, c'est la même chose. Ce n'est pas un AVC hémorragique. Et j'ai oublié, l'AVC hémorragique, on trouve généralement, normalement, des hématomes. Et ce n'est pas une hypodensité. Voilà. Pendant son admission, la patiente a été mise sous monitoring de la pression artérielle, du rythme cardiaque et de la saturation en oxygène, ainsi qu'une surveillance de la température. Quelle sera la suite de votre prise en charge? Cochez la réponse fausse. Alors, traitement des anomalies hémodynamiques, bien sûr. Prévenir les complications de diabétus, oui. Injecter les antiépileptiques, non. Ça ne sert à rien. Pratiquer un ECBE, oui. Pratiquer un ECG. Généralement, on fait un ECG pour éliminer une cardiopathie emboligène. OK? On peut faire un échodoppler aussi, l'holter-ECG ou la l'holter, oui. Donc, voilà. Prévenir les complications de diabétus. Et toujours, il faut, comment dire, il faut toujours, en fait, traiter sur les 3 plans, hémodynamique ou circulatoire, respiratoire et neurologique. Voilà. Donc, parmi eux, c'est traitement des anomalies hémodynamiques. Donc, traitement, injection des antiépileptiques, non, ça ne sert à rien. Alors, quoi encore? La patiente est consciente. La pression artérielle est à 15,10, la température est à 38,2. Les résultats biologiques montrent une glycémie à 1,33, une urée de 0,95, une créatinémie à 17, un acide urique à 141, un cholestérol total de 29, cholestérol HDL de 45, un cholestérol LDL à 35, 7, les triglycérides 2 à 3, la FNS est revenue sans anomalie et l'échocardiographie montre une hypertrophie ventriculaire gauche avec fonction systolique conservée. Quels sont les paramètres d'aggravation d'un AVC ischémique à la phase aiguë? Il faut savoir que les signes de gravité, ça, si on n'a pas parlé, des signes de gravité de l'AVC. Vous avez parmi les signes de gravité de l'AVC, c'est les troubles de la déglutition. OK. Hypotension ou hypertension artérielle, troubles de la vigilance et troubles de la conscience, hyper ou hypoglycémie, les possibles d'HTA sévères, l'OAP et la déviation conjuguée de la tête et des yeux témoignent d'un infarctus étendu. Ici, c'est une hypertension. Est-ce que c'est l'hypertension artérielle? Cochez la réponse fausse. Alors, hypertension artérielle, oui. Enfin, ça fait partie des paramètres d'aggravation d'un AVC. Hypercholestérolémie, non. Pourquoi hypercholestérolémie? Parce que c'est une cardiopathie emboligène. C'est une hypertrophie ventriculaire gauche avec fonction systolique conservée. Donc, c'est pas l'athérosclérose, c'est pas l'hypercholestérolémie. Hyperglycémie, oui. Hyperthermie, oui. Hypotension artérielle, oui. Donc, c'est pas l'hypercholestérolémie. Le mécanisme est cardio-embolique. On a dit qu'il y a 2 mécanismes, soit un mécanisme athérosclérose, soit une cardiopathie emboligène. Ici, ça parle d'échocardiographie. On a fait une échocardiographie. Elle a montré une hypertrophie ventriculaire gauche. Et généralement, l'hypertrophie ventriculaire gauche, ça témoigne avec fonction systolique conservée. Donc, c'est un mécanisme cardio-embolique. Ce n'est pas un mécanisme hypercholestérolémie ou athérosclérose. Donc, normalement, c'est l'hypercholestérolémie qui est fausse. Et on a dit parmi les signes de gravité de l'AVC,
C'est les troubles de la déglutition, troubles de la vigilance, troubles de la conscience, l'hypotension ou l'hypertension, l'OAP, l'hyper ou l'hypoglycémie. Au bout de 21 jours d'hospitalisation, la patiente quitte le service. Sa fonction rénale s'est normalisée. Elle est cependant dépressive et présente des séquelles motrices et des difficultés à la parole. Quelles sont les principales mesures à entreprendre? Cochez la réponse fausse. Rééducation fonctionnelle, bien sûr. Quelqu'un qui présente un AVC, l'eau. Il faut faire une rééducation fonctionnelle. Une rééducation orthophonique, oui, parce qu'elle présente des difficultés à la parole. Équilibrer uniquement la pression artérielle, non, c'est pas uniquement la pression artérielle, donc il faut faire des rééducations. Prescription d'acide acétylsalicylique à titre préventif. Après, on va parler de la prise en charge du Dérocamel. Prise en charge psychologique, bien sûr, parce qu'elle est dépressive. Généralement, on donne des calmants pour calmer le... parce qu'ils peuvent présenter une nervosité. Donc, ils sont énervés, et tout, donc on peut donner des calmants. Quels ont été les facteurs de mauvais pronostic fonctionnel? Cochez la réponse fausse. Les facteurs de mauvais pronostic fonctionnel, est-ce que c'est l'âge, l'étendue de la lésion, les troubles métaboliques associés, le délai tardif du diagnostic? Oui. L'atteinte de l'hémisphère dominant? Oui. Je pense pas l'âge. L'âge, non. Je ne pense pas. C'est un facteur de mauvais pronostic. Par contre, l'étendue de la lésion, oui. Les troubles métaboliques associés. Alors, non, non, c'est les troubles métaboliques associés, je pense. Quels ont été les facteurs de mauvais pronostic fonctionnel? Cochez la réponse. Je pense les troubles métaboliques. L'âge, oui. On a dit que parmi les facteurs de risque, c'est l'âge. L'étendue de la déglutition, le délai tardif du diagnostic, bien sûr, l'atteinte de l'hémisphère dominant, donc le trouble métabolique, non. Par exemple, le diabète, et ainsi de suite. Non. L'AVC ischémique est une affection préoccupante pour les raisons suivantes. Cochez la réponse fausse. C'est une cause fréquente de mortalité, oui. C'est une affection grave, oui. C'est la première cause d'handicap neurologique, oui. Le principal facteur de risque est l'HTA, oui. Le risque d'infarctus est moindre. Non, il y a un risque très important d'infarctus du myocarde. Voilà, on va voir les réponses. Je ne sais pas si c'est juste ou pas. Mais avant de voir les réponses, on va parler un petit peu de la prise en charge de l'AVC. Alors, on a dit qu'il faut respecter donc les poussées tensionnées, donc au décours de l'AVC. Alors, en phase aiguë, on ne traite aucun de chiffres élevés de pression artérielle. Généralement, qui تكون عندك la pression artérielle supérieure à 22/12, on ne peut pas thromboliser. Et pour thromboliser, il faut diminuer les chiffres tensionnels jusqu'à 18/11, 18,5, 11. Voilà. S'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr, de la thrombolyse. Donc, il faut respecter les poussées tensionnelles, sauf si il y a une indication à la thrombolyse, il faut baisser les chiffres tensionnels de 22/12 jusqu'à 18/11 pour pouvoir thromboliser. Sinon, on ne peut pas thromboliser avec des chiffres tensionnels très élevés, des 22/12. 22 de pression artérielle systolique et 12 de pression artérielle diastolique. Par contre, en cas d'hémorragie intraparenchymateuse, là, il faut diminuer la tension artérielle jusqu'à 14/9. Parce que ça permet de réduire la croissance de l'hémorragie. Donc, c'est pas pareil. AVC hémorragique ou la AVC ischémique, c'est pas la même chose. La prise en charge diffère. Voilà. Il y a des mesures générales, par exemple, les patients sont en stop pour rechercher les troubles du rythme, lutter contre l'hyperthermie, oxygénothérapie, c'est saturation inférieure à 95, insulinothérapie, c'est glycémie supérieure à 8, kinésithérapie motrice précoce, prévention des complications systémiques thromboemboliques
et ulcère gastrique. La thrombolyse, il y a des contre-indications de la thrombolyse, bien sûr, et il faut savoir que la thrombolyse intraveineuse, c'est un traitement de base d'un infarctus cérébral qui consiste à l'administration par voie veineuse d'une molécule nommée l'ARTPA. Donc, c'est un recombinant tissulaire, tissu plasminogène activateur ou activateur tissulaire du plasminogène recombinant. Il est capable de dissoudre le caillot sanguin obstruant l'artère et ce traitement doit être administré dans les 4 heures et demie suivant l'AVC. Le plus tôt étant le mieux. Il augmente de 30% le nombre de patients guéris et il ne présente que des séquelles minimes. Il comporte néanmoins un risque d'hémorragie cérébrale et son utilisation doit donc se faire dans des conditions rigoureuses. Alors, il y a des contre-indications de la thrombolyse, par exemple l'hémorragie méningée, l'infarctus massif, les traumatismes crâniens, la chirurgie majeure, l'hypertension artérielle supérieure à 18 ans, etc., etc. Alors, c'est tout. Donc, on va voir les réponses. On va voir les réponses. Ah, tout est... Ah, plus très bien. Donc, oui, il ne faut pas abaisser rapidement les chiffres tensionnels pour ne pas aggraver l'ischémie et la perfusion cérébrale. Donc, c'est pas l'âge du signe de Charlemagne, c'est pas l'âge inférieur à 50 ans, et pourtant, ça peut toucher les sujets jeunes actuellement, mais le plus fréquemment, c'est les sujets âgés de plus de 65 ans. Alors, la durée de l'AIT est bref, inférieure à 60 minutes, inférieure à 1 heure. Alors, c'est pas un tableau d'AVC hémorragique, c'est un AVC ischémique, ou encore infarctus cérébral, ou encore une nécrose vasculaire cérébrale, ou un ramollissement cérébral. Euh, bon, on va pas injecter les antiépileptiques, hein. On peut faire un ionogramme, donc un bilan biologique, ionogramme, urécréa, FNS, glycémie, pratiquer un ECG pour éliminer une cardiopathie embolygène, prévenir les complications des diabétus, traitement des anomalies hémodynamiques, donc circulatoires, neurologiques et respiratoires, donc pour sauver le pronostic vital. Très bien. Donc, là, c'est pas l'hypercholestérolémie. Le mécanisme, ce n'est pas l'hypercholestérolémie, c'est le cardiopathie embolygène. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. Voilà. Donc, hypertension artérielle, hyperglycémie, hyperthermie et hypotension artérielle. Alors, équilibre uniquement de la pression artérielle, non. Il faut faire une rééducation fonctionnelle et orthophonique et donner des. Donc, après, vous avez. On peut donner l'aspégique. Alors, j'ai oublié au collège. On peut donner l'aspégique. Regardez ici. Je vais vous lire quelque chose. La prise en charge. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez voir le PDF. Donc, très bien. Donc, on peut donner, oui, c'est une urgence. L'AVC, c'est une urgence neurologique, respiratoire et circulatoire. Donc, libérer les voies aériennes supérieures pour assurer la ventilation, c'est besoin d'oxygénothérapie, évaluation de l'état hémodynamique, sonde urinaire si nécessaire, nasogastrique, assurer une bonne hydratation. Et on peut donner des antihypertenseurs pour baisser la tension artérielle en administrant un médicament maniable en IV, une durée d'action, bref, de demi-vie courte. Organiser l'évacuation vers une structure, voilà, annoncer, voilà, thrombolyse, on en a déjà parlé. S'il y a un œdème cérébral, on va donner du magnétol. Lutter contre les complications, donc traitement physique, position assise, matelas spécifique pour prévenir les discards. Thromboprophylaxie, généralement on va donner un traitement anticoagulant à base d'HPBM à dose préventive. D'accord. C'est absence de thrombolyse, sinon en H24, c'est thrombolyse. Traitement par les anti-agrégants plaquettaires à la phase aiguë, l'aspirine, à la dose de moyenne 160 mg par jour. Voilà.
On n'a pas parlé de la thrombectomie, après avoir éliminé une transformation hémorragique TDM. Imagerie de contrôle, traitement anticoagulant à dose curative est contre-indiqué dans l'AVC ischémique, mais à la phase aiguë, il est envisagé dans l'AVC ischémique par embolie d'origine cardiaque, 10 à 15 jours. Alors que le traitement anticoagulant à dose curative est contre-indiqué dans l'AVC ischémique, mais à la phase aiguë, il est envisagé dans l'AVC ischémique par embolie d'origine cardiaque 10 à 15 jours. 10 à 15 jours. Alors, on va parler un petit peu de la... Alors, pour la thrombolyse, il faut baisser les chiffres tensionnels jusqu'à 18 onces. S'il n'y a pas de contre-indication à la thrombolyse, bien sûr, on donne la thrombolyse. On va faire une imagerie cérébrale en 18 dans les 62 heures pour contrôler et apprécier l'étendue de l'ischémie et l'absence de transformation hémorragique, bien sûr, l'importance de l'ADN cérébral. Après 24 heures, et si absence d'une transformation hémorragique, on peut introduire ici, après 24 heures, l'antiagrégat plaquettaire qui est l'aspirine et l'HBPM à dose préventive en IM, l'inoxaparine. D'après 10 à 15 jours, on peut donner un aspégique qui est un anticoagulant curatif. Et la fiche de surveillance, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, état hémodynamique, score neurologique, glycémie, détecter les complications précoces et lettre d'orientation de liaison vers le médecin traitant, donc le cardiologue, pour terminer la prise en charge. Alors, pour la thrombectomie mécanique, il faut savoir que l'association de la thrombolyse et de la thrombectomie est le traitement de référence en cas d'infarctus cérébral avec occlusion d'une artère proximale. Il faut savoir que la thrombectomie mécanique consiste à introduire un cathéter via l'artère fémorale au pli de l'aine et à le remonter jusqu'à l'artère obstruée dans le cerveau. C'est un guide à l'extrémité du cathéter perfore le caillot et s'y accroche de façon à pouvoir le tracer. Une aspiration facilite ce remorquage qui permet d'extraire le caillot de l'organisme. Donc, il y a la thrombectomie. C'est pour extraire le caillot de l'organisme. Il faut savoir que la thrombectomie doit être effectuée dans les 6 heures suivant l'AVC. Les données suggèrent cependant que sous certaines conditions, elle pourrait encore présenter un bénéfice jusqu'à 24 heures après l'AVC. Ok. Faut pas oublier de lutter contre l'hypercapnie et l'hyponatrémie. Ok, c'est tout. Voilà. Et bien sûr, en cas de crise épileptique, pas de traitement préventif, traitement à discuter en cas de première crise isolée. Voilà. Normalement, on a touché à tous les points. Donc, équilibrer uniquement la pression artérielle, non. Ah, très bien. Les troubles métaboliques associés, ça ne fait pas partie du facteur de mauvais pronostic. L'âge, oui. L'étendue de la lésion, oui. Le délai tardif du diagnostic, l'atteinte de l'hémisphère, non, oui. Alors, l'AVC ischémique est une infection précoopérante pour des lésions suivantes, parce que voilà. Donc, le risque d'infarctus de myocarde est moindre. Au contraire, il est important. Voilà, voilà. Merci pour votre attention. Au revoir.